Salut Mélo, ça va? Oui, On est un peu en retard. un petit peu. Non. Tu as passé une bonne semaine? J'ai eu quelques jours pour relaxer, donc c'est nice. Et toi? Ah oui. Très bonne semaine. Ok. Productif. Good. Donc c'était... Non, c'était cool. Pas d'actualité particulière dans la vie. Non, y a rien qui se passe, c'est chill. On n'a pas d'émission en fait. Ah Pas si. qu'on est- Non. Joke. Ouais, I'm non, kidding. c'est ça. Comme d'habitude dans l'émission, merci de nous retrouver. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Yeah. les replays, à écouter les podcasts et tout, donc ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, on a une émission chargée. Ouais. On va faire comme d'habitude en première partie le retour sur l'actualité avec actualité internationale, mais également des actualités un peu ciblées qu'on a été voir, dont on va vous parler juste après. Et en deuxième partie de l'émission, on ira retrouver Anna Margherita, qui est photojournaliste et qui a appris des belles images Yeah. d'une interpellation et de violence policière la semaine dernière, dont on va pouvoir parler un petit peu. On va avoir un peu la continuité de la discussion qu'on a eue un petit peu avec Audrey, C'est qui ça. est Vanité Parisienne sur Instagram, qu'on a eu il y a 2 semaines, et qui est au cœur des manifestations aussi, ce qui se passe en France. On voit que le ton monte un petit peu partout. Yeah. On va parler de grève à d'autres endroits, mais c'est intéressant de voir ça. C'est ça. Puis de voir comment est-ce que, même si tu as une identification en tant que presse, qui normalement te donne quand même un peu de sécurité, on va dire. Je dis un peu Yeah. parce que, bon, ça reste, si c'est une situation dangereuse, mais que peut-être que ça a pu l'effet que ça avait avant. Donc, on va discuter de ça, entre autres. Yeah, Mais en tout cas, exactement. j'ai super hâte. Donc du coup, bienvenue francophones de tous les pays. C'est vraiment nice de pouvoir vous avoir. Et puis bien sûr, on ira retrouver aussi Olga pour notre tour d'actualité africain. Alors, au sommaire des actualités de cette semaine, petit retour sur l'actu internationale. Pas mal de petites choses intéressantes à aller regarder. Ensuite, toi, t'es allé regarder un petit peu ce rapport-là qui est sorti. Ouais, bad news, guys. Ok, on en parle après. On en parle après. Ça parle du climat et voilà. Au niveau de la sécheresse notamment et de l'accès à l'eau. Ensuite, moi, je vais faire comme d'habitude, be more French. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe en France parce que c'est étrange ce qui se passe là. J'en parle après, mais on a tourné une nouvelle phase. On en a profité pour mettre une casserole nous aussi ici. On s'en servira peut-être. Hein. On sait Si jamais. un ministre qui débarque, tu vois, un ministre français qui débarque, peut-être qu'on fera quelques petits coups de casserole. Enfin, on ira voir les nouvelles d'Afrique avec Olga. On va parler notamment du Maroc, du Mali et du Soudan. Ouh. Yes, ça va être intéressant. Enfin, je dis yes le Soudan. Ce qui se passe au Soudan actuellement, Non, c'est mais chaud. ça va être intéressant. Ça va être intéressant d'aller voir le point de vue de Olga, qui est du coup à Yaoundé. Et il est tard chez elle et c'est vraiment gentil qu'elle nous accompagne à chaque fois. Et enfin, les bonnes nouvelles de la semaine. Ouais, il y en a quand même. Ouais, plutôt des bonnes nouvelles. Alors, retour sur l'actualité. On va commencer par un phénomène que pas grand monde connaît si vous êtes dans la francophonie majoritaire, on va dire. Ouais. On va parler de sécurité linguistique. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. J'ai vu ça sortir de la part de l'association des franco... Comment on dit en Colombie-Britannique? Franco-colombien. C'est comme ça qu'on I dit? think so. Ok, cool. Donc en Colombie-Britannique, une campagne qui est en train de sortir sur le français parfait, c'est le tien. Tu sais, parce que pour tous les gens qui ne connaissent pas cette situation, nous, on est en Acadie de la Nouvelle-Écosse, donc en situation francophone minoritaire, c'est-à-dire que des gens parlent français, de plein de traditions différentes et pour plein de raisons différentes, à la fois des immigrants d'Europe, d'Afrique, d'autres endroits du Canada, et puis aussi les Acadiens qui étaient là et qui parlent français avec beaucoup de disparités dans les accents, dans les manières de parler son français. Et ça, quand tu es en milieu minoritaire, c'est quand même dur à assumer et à porter ce français. Et souvent, tu te fais un peu chicaner, tu te fais un peu... On te fait remarquer que tu parles pas un français standard, qui, en général, ce français standard est soit français de France et français de France de Paris, de Paris de l'élite, on précise ça, mais ou du Québec, et encore une fois, un genre de Québécois standard
plutôt Mais de Montréal ou de Québec. Mais Ouais, même là, il y a plein de il diversité y a à le l'intérieur français de ces Radio-Canada. endroits-là. Mais... On appelle ça le C'est ça. français Radio-Canada Ouais. au Canada, tu Ouais. vois. Et donc, du coup, où que vous soyez et que vous parlez français, sachez que votre français, c'est le meilleur. C'est celui que vous parlez. Donc, et nous, enfin, je connais un peu ta position là-dessus, mais on est vraiment pour une évolution de la langue française aussi. Parce que si on veut tous continuer de la parler et d'être content de la parler, parce que c'est pas trop compliqué, et puis d'inviter d'autres personnes à la parler, enfin, pour qu'on puisse échanger ensemble, il va falloir un petit peu penser à la simplifier. Totally. Et c'est pour ça que, entre autres, l'anglais, je pense, est aussi accessible comme langue. C'est que, il y a des on va dire, des façons standards de s'exprimer plus ou moins, mais tu as quand même une grosse diversité, et cette diversité est... Des fois, on va l'utiliser pour se moquer, mais ça va être aussi pour s'identifier de façon géographique. Donc, ça va être l'anglais de X région. Ah, c'est l'anglais de X région des États-Unis. Tu sais, des trucs comme ça. Que en français, c'est plutôt c'est un français campagnard. Tu sais, un truc qui est dit de façon péjorative. Voilà. Donc, si on veut pas tomber là-dedans et on veut que ce soit quelque chose de plus ou moins accessible sans perdre la qualité de la langue, c'est pas à propos de ça. Je pense qu'on n'a pas le choix d'évoluer et c'est bien plus intéressant d'avoir de la diversité dans la langue, à mon avis. Exactement. C'était intéressant parce qu'on en parlait avec Vomi Acadien, qui est le compte Instagram très intéressant qui est en train d'évoluer là. Et une des choses qui revenait aussi sur la force de l'Acadie, c'est aussi ces accents qui sont tellement, tellement intéressants. Donc, si vous parlez français actuellement, que vous avez peut-être dans un milieu minoritaire, que vous soyez en Louisiane, en Acadie, en Afrique aussi, il y a certains endroits où le français, vous en avez hérité, alors pour des raisons qui sont des raisons de merde, clairement, le colonialisme. Mais n'hésitez pas, et puis utilisez votre français comme vous pouvez. Je me souviens, c'est une anecdote, mais j'étais en vacances en Europe, puis dans un coin où les gens parlaient pas français, et il y a cette petite famille d'Américains qui sont là, ils nous entendent parler français, puis la mère dit « Oh, wow, mon fils apprend le français, je suis vraiment contente qu'il apprenne une autre langue, moi je viens de X pays, c'est important la langue, blablabla. » Et lui, il disait « Ouais, mais j'ai un accent de merde, je prononce pas bien mes R. Je prononce pas mes R comme ça. » Parce qu'il arrivait pas. Et moi, je lui dis « Ben alors, roule tes R. C'est OK, fais des R à la place. » Tu sais, il dit non, mais je peux pas faire ça, c'est pas acceptable. Moi, je suis là comme, how dare you? Des R roulés, c'est magnifique. Non. Exactement. Si vous n'êtes pas content, Edith Piaf roulait ses R. Alors, tu sais. Ouais, je pense que c'est le meilleur argument possible, ça. Non, mais tu sais, il y a plein de façons de faire des différents bruits et de quand même se comprendre. Alors, si on se limite à je peux pas faire le bon son, même si tu me comprends avec un autre son, exact. Ça va mal. Ça me fait vraiment penser à Petit Béliveau, qui récemment sort pas mal de Reels et de TikTok qui sont vraiment nice. Si vous ne connaissez pas, c'est un artiste acadien de la baie Sainte-Marie qui perce énormément et qui en plus pas mal engagé sur certains sujets et qui en plus est vraiment marrant. Ouais. C'est un bon gars et on aime beaucoup. Je voulais juste parler de ça. Deuxième chose, alors chose assez inhabituelle pour moi qui viens de France, les ministres démissionnent quand ils font des trucs pourris. What? Alors, non mais je sais, pour toi c'est peut-être logique, toi c'est logique au Canada. Ou bien les Canadiens font pas de trucs pourris, j'en sais rien. Ah voilà, on est juste parfait. Je dirais Harper, il fait des trucs pourris, mais c'était dans son programme. Mais c'est ça, c'était juste sa job là, tu sais. Harper, c'était celui avant Trudeau. Yup. Qui était conservateur et qui a fait vraiment de la Oui, yeah. Bref, donc là, ce qui se passe, situation de harcèlement en Angleterre, avec le nouveau Premier ministre qui est un peu dans la sauce, là, et c'est son vice-premier ministre qui a été pris, en fait, dans une histoire de harcèlement, et il a été contraint de démissionner, chose qu'on aimerait énormément voir à plein d'autres endroits. Moi, je vais rappeler une chose, mais il me semble que c'est en Suède ou au Danemark, où une élue a juste payé le taxi, je pense que c'était 20 piastres, tu vois, avec sa carte de ministre, tu vois, pour un déplacement personnel, quand ça s'est su, elle a démissionné, quoi. Waouh. Je dis ça parce qu'en France, on a des ministres, c'est des violeurs et ils sont toujours là. Non, mais c'est ça. Donc, c'est un exemple à prendre. Et voilà. Bon, alors, au niveau des grèves... il y a des choses qui se passent. Ça bouge beaucoup. Beaucoup. Dans des pays où ça bouge un peu moins d'habitude. Exact. On va pas parler de la France, tu vois. Mais globalement, je pense que l'inflation est vraiment en train de réveiller énormément de monde.
Et surtout une chose, c'est qu'on est dans un contexte où le taux d'acceptation des syndicats est très très haut. C'est-à-dire qu'on est à un moment crucial de la lutte entre les travailleurs et ceux qui possèdent des entreprises, où en fait il y a des soutiens majoritaires et les gens commencent à se rendre compte de l'intérêt d'avoir un syndicat. Ouais. C'est à travers des histoires comme ce qu'on a pu voir avec le syndicat qui s'est monté chez Amazon, chez Starbucks. Starbucks qui a 2 nouveaux magasins qui ont un syndicat. Shout out. Le compte Instagram est vraiment fun à suivre parce qu'il parle aussi de leur réussite. Yeah. Donc, je me dis, OK, cool. Yeah. Donc, du coup, il se passe des choses. Il y a un taux d'acceptation qui est haut. Et là, on voit une chose, 2 grèves se déclencher. Une en Allemagne. Alors, en Allemagne, les syndicats ont toujours été très forts et ont toujours eu cette question du rapport social assez comment je peux dire ça, monolithique, c'est des blocs, tu vois. Oui. Et quand l'industrie allemande fait grève, il n'y a pas trop moyen de négocier, tu vois. Il n'y a pas trop moyen de négocier. Et là, par contre, s'est lancée une grève au Canada. Et c'est notamment les fonctionnaires. Les fonctionnaires, en plus. C'est ça, tu t'y attends pas. C'est rare? Quand même assez, je dirais. Surtout, c'est des fonctionnaires beaucoup plus de bureaux. Yeah. Parce que fonctionnaire, c'est un terme très large. Ouais, en tout cas, moi, ça me... Surprend? Ça me dit rien d'histoire récente. Il y en a peut-être eu que j'ai pas su, mais à ce niveau-là, il y a beaucoup de presse qui dit personne n'est en faveur, mais bon, ils sont quand même là. Comme, oui, ça s'appelle avoir un syndicat puis avoir fait les démarches pour. Yeah. C'est le syndicat. Too bad for you si t'es pas content. Hein. Exact. C'est le syndicat de la fonction publique canadienne, de la fonction publique fédérale. C'est intéressant de noter que c'est notamment les agents de l'Agence du revenu du Canada, en gros les impôts canadiens, qui sont en train de mettre un petit peu le bordel là, et de mettre la pression. Ils demandent notamment 2 choses. Une, c'est des augmentations de salaire, parce qu'on va le rappeler, il y a une sorte de légende autour des salaires des fonctionnaires fédéraux. Les fédéraux gagnent leur vie, mais pas tout le monde au même niveau. Exact. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui sont dans les bureaux et qui gagnent pas si bien que ça leur vie par rapport au reste du Canada, puis par rapport au niveau de vie qui est en train de monter avec l'inflation. Et du coup, le gouvernement va être obligé de négocier s'il veut recevoir les impôts de tous les Canadiens qui sont en train de se faire. Donc, bon timing. Moi, j'ai entendu parler de grève potentielle en Nouvelle-Écosse sur les agents d'assistance scolaire, là, qui risquent de mettre un bon petit bordel aussi. Il y a aussi de la pression par rapport aux concierges dans les écoles, exact. Où ça a été réglé très, très rapidement, parce que pas de concierge dans une école, ça va mal. Apparemment que c'est pas réglé à 100%, mais que les concessions auraient été tout en leur faveur. Donc, ça devrait aller. Mais il y a des grèves aux États-Unis aussi, au niveau beaucoup des institutions postsecondaires, ce qui est très rare aussi, à ce niveau-là. Donc, les travailleurs sont en train de reprendre un peu le contrôle. Là. C'est vraiment intéressant de noter ça. Et on approche du 1er mai. Yep. Et ça, c'est nice parce que, on va le rappeler, c'est une date qui a été peut-être un petit peu oubliée en Amérique du Nord, mais c'est ce dont on parlait la semaine dernière avec Sébastien Labelle, qui est justement directeur du Mayworks festival ici à Halifax, donc Mayworks Shibuktuk, et qui du coup remet aussi à l'ordre du jour les travailleurs, le travail et le 1er mai. Le 1er mai qui est quand même une date qui est née au Canada, qui est née en Amérique du Nord, à Chicago, avec notamment des grèves massives dans les entreprises. Et c'était un des moments où les syndicats étaient vraiment, vraiment puissants. Et puis c'est nice. Donc du coup, ce qui se passe, il commence à y avoir des grèves un petit peu partout. C'est une bonne chose. Je vais juste rappeler une chose au niveau de l'économie. L'inflation, désolé pour ceux qui ont du mal actuellement, c'est-à-dire que tout le monde se prend l'inflation dans la tronche. C'est pas facile, partout autour du monde. Or, cette inflation, elle a l'air de pouvoir être due à la hausse des prix des matières premières, c'est-à-dire plus de rareté. Comme c'est plus rare, ça coûte plus cher sur les marchés, etc. Malheureusement, on se rend compte que c'est pas le cas. Il y a aussi de l'inflation et les prix sont plus hauts à cause des profits que viennent tirer les entreprises sur ces ventes, sur ces matières, etc. Je vais rappeler une chose. L'inflation, pour nous travailleurs, c'est une très bonne chose. L'inflation, pour les gens du commun, pour les gens qui ne possèdent pas d'entreprise, pour les gens qui ne sont pas des bourgeois, c'est une très bonne chose, l'inflation, parce que ça vient rogner la dette des États. Je l'avais expliqué déjà une fois, je vais pas refaire une explication aujourd'hui, mais globalement, c'est une bonne chose pour nous. À une condition,
c'est qu'on se batte pour avoir des hausses de salaire. Exact. Pour ne pas la subir, nous, cette inflation. C'est-à-dire que si l'inflation est bonne, ça fait baisser mécaniquement la dette que l'on doit à des capitalistes qui ont prêté de l'argent à nos États pour nos services publics. Mais pour ne pas la subir, il faut qu'on augmente les salaires. Et ça, c'est là où les syndicats rentrent en jeu et où les gens, n'importe qui peut rentrer en jeu et demander des augmentations à son patron. Le faites pas individuellement, parce que c'est pas cool. Débrouillez-vous, mais faites-le surtout collectivement, parce qu'il faut que tout le monde s'en sorte bien. Quand on est travailleur, on est dépendant des autres, et les autres dépendent de nous, donc c'est trop cool. Blanche Gardin. Yeah. Humoriste québécoise. Française. OK. Humoriste française qui a... elle a peut-être joué au Québec, hein. Non, mais c'est parce que l'émission... ok. Voilà. Pardon. Non, c'est correct. Je peux en parler. Blanche Gardin, qui a été approchée par Amazon pour l'émission qui s'appelle LOL, le premier qui rit sort. C'est une émission, je pense que la plateforme... C'est genre le premier qui rira le dernier ou un truc comme ça. Ouais. Peut-être en québécois, c'est comme ça qu'ils disent. Mais c'est ça l'émission. Ok. C'est ça le nom. En français de France, c'est le premier qui rit sort. Oh, ben c'est plate. Lame. Pas un jeu de mots, mais tu sais, c'est comme un peu fun. Mais... OK. Straight to the point. D'accord. On a mis oui mais non. Elle a fait une sortie intéressante sur le fait qu'elle n'accepterait pas de participer à cette émission. Elle était... Donc l'émission, le tournage dure une journée. Ouais. La proposition... Puis le concept de l'émission, c'est vraiment, t'as des humoristes ensemble dans une salle. Ils essayent tous de se faire rire de différentes façons. Ils font des sketchs, ils font du stand-up, ils font des conneries. Et c'est drôle à voir parce que c'est des gens en train de faire des conneries et qui sont drôles, ils sont payés pour être drôles. C'est leur profession. Et le dernier qui ne rit pas à la blague ou aux blagues gagne. Et je crois que l'argent va à des fondations. Et ça dure, c'est ça. Et ça dure plusieurs épisodes, etc. Donc exact. Franchement, Roman, que vous avez déjà vu dans l'émission, nous a montré ça ici à la coloc, et c'est vrai qu'on avait bien ri. Blanche Gardin a été approchée pour être dans la prochaine saison, donc c'est une émission qui est montée par Amazon Prime, notamment. Le salaire pour la journée, c'était 200 000 €. Damn. Ça fait 350 000 $. Nice. Et ça représentait, si la personne gagne, ça représentait 50 000 €, donc 75 000 $ pour l'association que cette personne représente. Elle a dit non. Et elle a dit pourquoi non, je ne viendrai pas en gros donner de la visibilité à Amazon avec moi parce qu'on a besoin de travailleurs, vous traitez les travailleurs comme des merdes, vous payez pas vos impôts en France, vous détruisez les emplois en centre-ville, etc. Son argumentaire est nice. Oh yeah, Ce qu'elle écrit, c'est nice. Ce qu'elle a mis publiquement est great. Beaucoup de monde s'est réapproprié un petit peu ce qu'elle disait et ça c'est bien. Pourquoi oui mais non? Parce qu'il ne faut pas oublier les positions que Blanche Gardin a eues sur certains sujets. Notamment, en France, il y a eu un BDiste, un dessinateur de bande dessinée, Bastien Vives, qui a il avait été invité comme invité d'honneur à un festival de BD, qui en tant que soi, pourquoi pas. Mais la réaction du public n'était pas exactement positive parce que ce mec dessine de la pédophilie, tu vois. Voilà. Même plus loin que de la pédophilie, c'est plutôt de la pédopornographie, tu vois. Ouais, et c'est vraiment des contenus douteux. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de point. Non, c'est ça. C'est des trucs salaces pour le faire. Et invoquant... Enfin, parce que des trucs salaces, on s'en fout, tu vois, adulte consentant, machin. Ouais. Mais là, c'est clairement avec des enfants. Tu vois que derrière, il y a une perversion. Ou si c'est des adultes, c'est des personnes qui se font violer pour du entertainment. C'est pas mieux non plus. Yeah. Donc, il y a eu une réaction très forte du public. Ça a été annulé, etc. Mais elle, du coup, Blanche Gardin avait soutenu... Elle, c'est une adepte de la liberté d'expression ultime, quoi, ou presque. Ultime. Et or, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas aller. Et notamment la pédophilie, la pédopornographie. Il faut vraiment, vraiment être intraitable avec ces questions-là, tu vois. Et or, c'est pour ça. Donc, Blanche Gardin, ton argumentaire est bien, mais attention, ne l'encensez pas trop, parce que quand on vient à prendre la défense d'un dessinateur qui fait de la pédopornographie et de la... Voilà. Yeah. Donc, c'est pour ça que c'est pas dans nos good news. Non, c'est pas dans nos good news du tout. Voilà.
Dernier point, alors ça, un peu plus politique internationale. Peut-être que vous l'avez vu passer, vous vous souvenez sûrement. Alors, il y a eu la prise du Capitole aux États-Unis, puis les partisans de Bolsonaro, l'ancien président brésilien, ont fait la même chose et on s'est rendu compte que Steve Bannon était derrière. Steve Bannon, c'était l'ancien directeur de campagne de Donald Trump. Vous vous souvenez sa phrase préférée? Sa phrase préférée quand il fait campagne, c'est « Pour que le débat n'ait pas lieu et pour que tout se passe bien pour nous », autrement dit la droite, l'extrême droite, il faut inonder la zone de merde. C'est son motto. Quoi. Great guy. Inonder la zone de merde. Bref, donc ce Mon gars-là, Dieu. Steve Bannon, a soutenu pas mal les bolsonaristes dans cette attaque des institutions. Alors, attaque, on va pas employer des trop gros mots, mais globalement, ça aurait pu être vu vraiment comme une attaque. C'est pas un coup d'État, mais globalement un investissement des lieux de pouvoir brésiliens. Ouais. Et on s'est rendu compte que le ministre à l'époque de la sécurité, donc le ministre de la sécurité de Lula, que vous voyez sur la photo là, qui est un des proches de Lula, son nom c'est Marco Edson Goncalves. Pendant cette attaque, il faisait pas vraiment son travail de ministre de la sécurité. What? Il se baladait tranquille en chemise et en tongs, tu vois, en gougoune. On dit des gougounes ici, hein, ouais. Des flip-flops. Oui. Ah, ok. Donc, Des sandales. des sandales. Voilà, si on est allemand, on peut dire des sandales avec des chaussettes. Bref, non, il se baladait tranquille en gougoune, flip-flop, sandales, tongs. Et ces hommes étaient même là pour accueillir les envahisseurs du lieu, tu vois, peinard, le ravitailler en eau. C'est CNN Brésil qui a révélé ces images de vidéosurveillance. Et donc, depuis, il a été poussé vers la sortie et il a dû démissionner. C'était intéressant de le dire, ça veut dire que les lieux de pouvoir sont aussi des fois, même si t'es un proche du président nouvellement élu, t'es peut-être un traître au final. Que se passe-t-il sur la flotte, Mélo? Donc ça va pas super bien. Alors, il y a le rapport de l'OMM, qui est l'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat. Donc, ils ont sorti leur rapport. Puis, c'est ça va pas super bien. Le rapport est sorti aujourd'hui. C'est une agence des Nations Unies, donc l'OMM. Et il y a 8, disons, grands points qui ont été retenus de ce qu'on a vu du rapport. Donc, la première, c'est que les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais observées. Alors, je pense pas que c'est une nouvelle. Je pense qu'on le sait tous que ça s'est réchauffé. Yeah. Et qui dit réchauffement dit fonte de certaines choses, dit sécheresse à d'autres endroits, mais aussi dérèglement climatique at large. Donc, ce premier point affecte évidemment les autres et le total du rapport. Une des choses, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'émissions de certains gaz à effet de serre dans la dernière année ou les 2 dernières années, entre autres le méthane, qui est moins abondant que le CO2, qui est pourquoi on parle toujours de ce gaz-là. Mais le méthane est beaucoup plus fort par rapport à sa puissance de gaz à effet de serre. Alors, plus de méthane égale plus chaud, ce qui veut dire pas bien. On va aller au deuxième point. Donc, les eaux glacées fondent de plus en plus vite. Donc, qui dit réchauffement dit glace fond. Ça prend pas, je pense pas, un génie pour le remarquer. Mais, donc, ce qu'il disait que je trouvais intéressant, c'est qu'en gros, au cours des... je suis perdue. Il y a eu plus de pertes en taille de glacier dans la dernière année, donc 2021-2022, qui a été recensée que dans les 10 dernières années, en moyenne. C'est pas rien. La moyenne, c'est plus de 1,18 mètres par glacier de perte, ce qui est énorme. Et ça, c'est en suivant les 40 plus gros glaciers ou glaciers plus connus. Ouais. Donc, c'est ça. Qui dit fonte d'eau dit augmentation du niveau de la mer. Alors, ça s'accélère aussi. Donc, là, ça dit que le niveau de la mer, en moyenne, a doublé entre la première décennie de l'enregistrement satellitaire, 93 à 2002, versus la dernière de 2013 à 2022. Donc, c'est une énorme augmentation. On parle de pas beaucoup de montants en tant que soi,
mais un petit montant a une énorme répercussion at large. Surtout qu'il y a les marées. Non, mais exact. L'eau, elle exact. reste pas à un seul endroit. Mais tu c'est vois. ça. C'est ça. Bon, ensuite, et ça, on en parle depuis le début de l'émission, puis c'est pas nouveau, mais il y a donc de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. Ouais. Et ça va pas se ralentir. Entre autres, ils montrent des exemples de sécheresse, donc c'est en Afrique de l'Est où ce qu'ils disent, c'est les précipitations ont été inférieures à la moyenne pendant 5 saisons des pluies, ce qui est très long, consécutives, ce qui constitue la plus longue séquence de ce type depuis 40 ans. Donc, pas d'eau pendant très longtemps. Il y a eu, de l'autre côté, des précipitations extrêmes au Pakistan l'année dernière où il y a eu beaucoup de dommages et de victimes. Puis, évidemment, il y a des vagues de chaleur en Europe, en Chine, etc. Et ça ralentit pas. Donc, voilà. Il y a des écosystèmes qui sont donc perturbés. On est rendu au 5e point. Il n'y en a pas trop d'eau si vous avez vraiment... si vous êtes déprimé, là, je suis désolée. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans un des exemples des écosystèmes perturbés, c'est la floraison des arbres. Donc, celle qu'ils utilisent, c'est les cerisiers au Japon. Donc, c'est très connu pour les cerisiers au Japon. Yeah. C'est recensé depuis 801 avant Jésus-Christ, donc genre longtemps. Tu sais... Voilà. Et donc, ça se produit de plus en plus tôt. Et normalement, c'était toujours vers la fin du mois de mars, début avril, même peut-être début mai. Et en 2021, elle s'est produite le 26 mars, qui est la date la plus précoce enregistrée depuis près de 1200 ans. Et en 2022, c'était le 1er avril. Donc, c'est de plus en plus tôt. Alors, ça montre une perturbation at large et ça peut être beaucoup plus gros, mais voilà. J'ai dit que j'avais 8 points, mais j'ai 6 points, ça va. C'est pas that bad. Mais là, ça nous fait flipper. Parce que le truc, c'est que les gens commencent pas encore on commence pas encore à s'en rendre compte partout autour du monde. Yeah. On est peut-être dans des situations privilégiées. Bon, nous, au Canada, clairement, on est privilégiés sur la question de l'eau. Oui. Beaucoup de lacs autour de nous, beaucoup de... je me mets à la place de gens qui vont commencer à voir, par exemple, là, je sais qu'en France, en plein hiver, des gens il aura été interdit de consommer l'eau du robinet parce que il y avait plus assez dans les nappes phréatiques. Yeah. Ce qui est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Il y a peut-être un jour où des situations qu'on avait l'impression d'être lointaines. Exact. Vont peut-être se rapprocher géographiquement de nous. C'est ça qui est un peu... Yeah. Le 6e point, c'est les populations sont de plus en plus déplacées et il y a de plus en plus d'insécurité alimentaire. Là, c'est un focus sur l'alimentaire, mais l'alimentaire, c'est aussi relié à des sécheresses. Et sécheresse veut dire pas d'eau, qui veut dire que, on peut pas boire, on peut pas s'alimenter, on peut pas vivre en tant que soi, nous et évidemment la nature, mais... Est-ce que ce serait pas le moment... J'ai entendu aussi ton point sur le méthane. Yeah. Est-ce que c'est pas le moment, que ce soit pour la consommation de l'eau ou pour les émissions de méthane, de regarder un petit peu à notre alimentation ? Peut-être. Ça semble intéressant. Mais... Il me semble que le méthane, il y a aussi beaucoup qui est émis par les rizières, si je dis pas de bêtises. Les rizières seraient beaucoup émettrices de méthane. Je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est aussi beaucoup juste l'industriel at large. C'est beaucoup ce qui ressort au niveau de ce qui fait. C'est par nos industries. Et les industries, il y en a beaucoup. Mais c'est la production. La production, elle a peut-être pris une pause en 2020 pendant quelques mois, mais elle a méga repris depuis. Et on le sent, on le voit. C'est la merde. Merci, Mélo. Bon, qu'est-ce qui se passe ? On appelle Olga dans 10 minutes. Donc, du coup, Moi, je sors la casserole. There we go. C'est pas pour faire des pâtes cette fois-ci. Non, c'est pas pour faire des pâtes cette fois-ci. Il se passe des choses. Alors là, peut-être, je sais plus où on s'était laissé la semaine dernière, mais en gros, la France brûlait. Le Conseil constitutionnel a dit c'est bon, tu peux faire ta réforme, Emmanuel. Y a pas de problème. Lui, il la passe dans la nuit, la réforme, pour pas que il la promulgue dans la nuit, pour pas que personne puisse réagir. Et j'ai écouté beaucoup d'analyses là-dessus. Donc on parle toujours de la réforme des retraites en France. Le but du gouvernement, c'est faire travailler les gens 2 années de plus, chose qui est injuste parce que ça va toucher principalement les personnes qui ont commencé à travailler très tôt, donc les gens les moins formés, ceux qui ont fait le moins d'études, donc qui ont souvent les métiers
proportionnellement les plus pénibles, et également les femmes qui proportionnellement vont travailler plus que les hommes. Donc en gros, cette réforme est mauvaise, injuste, elle n'est pas nécessaire, de l'argent il y en a, il faut le partager. Bref, ça c'est le point de départ à chaque fois. Là, on a atteint une nouvelle étape qui est pour le moins une étape un peu marrante et intéressante parce que on en était dans ces journées de grève sur lesquelles le bloc bourgeois, on en avait parlé avec Yuli la fois dernière sur ce qu'était le bloc bourgeois, c'est le bloc qui a intérêt à ce que les travailleurs gagnent moins d'argent parce que ça veut dire que eux s'accaparent plus de richesses parmi ce que c'est fait, parmi ce que les travailleurs ont produit. Bref, donc ça c'est le bloc bourgeois. Eh bien, chose intéressante, c'est que il y avait des manifs, il y avait des grèves, etc. Et là, on est passé dans une autre phase que moi, j'ai appelée un petit peu la guérilla. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, les manifestants savent qu'il y a beaucoup trop de policiers, que c'est compliqué de faire des grosses actions comme avant, et en plus, le gouvernement, visiblement, l'écoute pas. Il y a eu 3,5 millions de personnes dans les rues pendant une journée d'action. Le gouvernement n'a pas bougé d'un cheveu. Donc, tu te dis, à partir d'un moment... Si le gouvernement n'entend pas ça, il faut rentrer dans un autre mode. Non, mais donc là, on attaque le mode harcèlement guérilla à base de casseroles qui fait que plus personne du gouvernement ne peut se déplacer en France sans que des manifestants soient là avec des casseroles et les empêchent de passer. Donc là, la police est en train d'essayer de faire un travail fou pour que les ministres et les représentants de la majorité, donc de Emmanuel Macron, puissent aller faire ce qu'ils ont envie de faire, rencontrer des gens pas politisés contre eux, mais ils n'y arrivent pas. Là, on avait un contact à nous qui dans la région de Châteauroux qui a dit en fait, nous, on y était, je me suis fait arrêter par les flics, ils m'ont demandé tout et rien, ils m'ont empêché d'aller là où je voulais, bref. Donc, intéressant de voir que on va rentrer dans une phase de harcèlement vraiment et de guérilla que moi, je trouve intéressante. On va noter une chose, Emmanuel Macron a été pris sur le vif juste après son allocution de la semaine dernière. Donc déjà, dans cette allocution, il a fait les mauvaises références. La première des mauvaises références qu'il a faites, c'est qu'il a appelé à reconnecter avec les Français, avec les 100 jours de l'apaisement. Quand tu évoques les 100 jours en France, c'est un mauvais symbole puisque c'est souvent associé à Napoléon. Oh my! Et le 100e jour, c'est Waterloo. Oh my! Donc, mauvais truc. Yeah. Ensuite, lorsqu'il sort de son point presse et de son allocution, il est repéré dans la rue par des jeunes qui sont là. Et les jeunes sont pas hostiles. Donc là, Emmanuel a dû se dire « Waouh, des gens pas hostiles. Bon, c'est cool, on va parler. » Ce sont mes amis. Et eux, en fait, étaient des représentants d'une application sur téléphone, l'application Canto. Et ils ont invité Emmanuel Macron à chanter une chanson célèbre des Pyrénées, Le Refuge. Et en fait, jusque-là, tout va bien. Emmanuel Macron avait déjà chanté Le Refuge plus tôt, dans un autre moment où il rencontrait des Pyrénéens dans un village. Là. Seulement, on se rend compte d'une chose, c'est que l'application Canto est financée par le ministère de la Culture. Aucun problème jusque-là. Seulement, cette application a été montée par des gens qui sont en fait des militants politiques d'extrême droite. Sur l'application, vous aurez l'honneur de pouvoir retrouver et chanter en chœur des chants du Troisième Reich. Oh no! Yes! C'est Emmanuel Macron. Bad, hein? Malaise. Je pense. Malaise! Je me mets à la place des gens de l'équipe de communication d'Emmanuel Macron. Yeah. Et je pense qu'il doit avoir qu'une envie actuellement, c'est qu'il reste bloqué à double tour quelque part avec Brigitte, tu vois, et qu'il ne fasse plus rien. Parce que là, tout ce qui se passe, c'est de la merde pour lui. Il n'y a aucune opportunité positive pour lui. Je vais finir avec le dernier point. Donc la question des casseroles, voilà. Il y a même maintenant un Tour de France des casseroles avec une sorte de... Les villages français se battent les uns avec les autres en essayant de faire la pire crasse possible à un ministre. Et donc, du coup, ils se notent. Il y a maintenant une carte, une notation nationale des pires villages d'accueil pour les... ce qu'on appelle l'interville en France. Et c'est notamment l'association Attaque qui a lancé ça. On avait reçu, il y a à peu près un mois et demi, on avait reçu Yuli, qui était porte-parole de Attaque. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez écouter l'entrevue qu'on a faite avec Yuli. C'est vraiment porte-parole une bonne de Attaque. Yes. Et on parle beaucoup des modes d'action, de pourquoi les modes d'action ont évolué. Bref, donc eux ont lancé cette histoire des casseroles. Si Macron ne nous écoute pas, nous ne l'écouterons pas non plus et nous allons faire du bruit. Voilà. C'était ça un petit peu le point de départ. Et l'interville est en train de bien se passer. Donc les villages se battent entre eux pour savoir ce qu'ils vont faire de mieux. Aujourd'hui, un ministre n'a pas pu sortir
du centre de la santé là où il était. Il a dû emprunter la porte arrière. Certains juges de cette interville français sur quelle crasse on peut faire au ministre donnent des points supplémentaires si tu fais sortir un ministre par la porte arrière. Et il y a des points qui sont aussi donnés si tu mets à ce qu'on appelle la sobriété énergétique un bâtiment qui accueille un ministre ou un président. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que Emmanuel Macron, depuis le début, se présente comme étant un président brillant. Et il est défendu par ses collègues, par le bloc bourgeois, clairement, comme étant quelqu'un de très intelligent et de brillant. Eh bien, la CGT, donc le syndicat le plus actif, dirons-le, en France, qui mène pas mal ces actions-là à côté des autres syndicats. Et on va noter la CFDT, qui est normalement un syndicat un peu social traître et tout, qui ne l'est pas trop actuellement. Donc c'est nice. Mais la CGT a pris part à des opérations de sobriété énergétique. Et donc, dès qu'un ministre se déplace quelque part, il coupe l'électricité. Donc en gros, pour moi, c'est la meilleure manière de savoir si Emmanuel Macron est effectivement brillant. On met tout le monde dans le noir et on regarde s'il brille. Eh bien, des images que j'ai pu voir, Emmanuel Macron n'est pas très brillant. Il ne shine pas on l'a vu dans une usine, on l'a vu dans un lycée. Et donc, au dernier moment, les gars, ils sont obligés de faire la conférence de presse qui était prévue d'être à l'intérieur dans des bonnes conditions, à l'extérieur, sur des petites chaises, avec surtout énormément de manifestants autour qui crient. Et qui tapent sur des casseroles. Donc, du coup, ça donne vraiment une nouvelle allure à la lutte, une allure très positive. Et actuellement, je ne vois absolument pas de sortie de crise pour Emmanuel Macron. Non. Tout le monde le déteste, sa réforme est injuste et ça va être strictement impossible de gouverner après. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on s'est éloigné de la question des manifestations violentes. Là, on voit des gens qui ne sont pas les manifestants radicalisés qu'on a l'habitude de voir, que nous, on aime particulièrement, on les trouve intéressants, ces manifestants. Voilà. Qui portent d'autres questions, qui nous permettent de réfléchir autrement à la question des pouvoirs. Et bien là, on peut même pas discriminer les manifestants. Il y a juste des gens comme assis sur des marches à des endroits qui se font interpeller par la police. Puis c'est comme... What? Non, je suis en train d'être assis puis je suis pas content. Laisse-moi tranquille, tu sais. Laisse-moi exercer mon droit. Je suis aucunement violent du tout, ni un risque pour la société. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est que les dispositifs sonores portatifs ont été interdits dans les lieux de rassemblement proches des ministres, à savoir que c'était pour décrire une casserole. Donc, les Français ont beaucoup ri avec ça. Un dispositif sonore portatif. Donc, voilà. Love it. This is, si vous devez faire des pâtes un jour, faites-les dans un dispositif sonore portatif. Il paraît que c'est très dangereux. Et j'ai vu un mime. Est-ce que tu te souviens, comment il s'appelait le secrétaire d'État à la Défense avant l'invasion de l'Irak? Colin Powell. J'ai vu un mime de Colin Powell où il tient une casserole. C'est genre, tu vois, c'est la photo où il est devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et en gros, c'est ça le problème. C'est une arme de destruction massive. Tu sais, Saddam Hussein, accroche-toi, tu sais. Non mais, du coup, voilà, c'était marrant. Moi, je me demande genre, OK, la raison pour la réforme, c'est l'économie va pas assez bien, on a besoin de plus d'argent. Le ministre de l'économie, pendant très longtemps, ça a été Macron. Non, mais là, t'es en train d'appuyer Je dis juste que comme si ta façon d'effacer la mauvaise job que t'aurais fait, parce que clairement, c'est ça que ça semble indiquer, je suis pas convaincue de la méthode. Je suis pas convaincu non plus de la méthode. Bref, je voulais faire un petit point sur la France. Voilà. Parce que c'est intéressant ce qui s'y passe, c'est intéressant. Franchement, les amis, si vous trouvez qu'on parle un peu trop que je parle un peu trop de la France, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et tout. Hein. Vous nous tannez, maudits français et tout. N'hésitez pas. Mais je sais juste que là, c'est un moment de lutte vraiment important parce que non, mais ça montre aussi l'exemple, peut-être un petit peu. Tu vois, c'est marrant les Anglais qui disaient be more French, tu vois, pour avoir des services publics et des retraites et tout. Donc Moi, je trouve que c'est un moment interculturel entre la France et l'Acadie parce que prendre des casseroles pour faire plein de bruit dans la rue, c'est littéralement une célébration ici qui s'appelle un tintamarre où tu prends des trucs qui font du bruit et tu fais du bruit, mais tous ensemble. C'est pas nécessairement pour manifester spécifiquement quoi que ce soit, mais c'est pour célébrer, exister, puis être là et faire du bruit. Nice. Donc, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a un lien. Il y a un lien quelque part, là. On prend. C'est beau. On prend. Je vous propose de partir en Afrique, on appelle Olga.
vais ranger ça. Salut Olga! Oui, salut. Comment ça va? bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va Bien. bien. Tu veux nous parler tout d'abord du Mali? Tout à fait. Alors, au Mali, nous avons la hausse du prix des bêtes sur les marchés de Bamako Hmm. qui a compliqué les préparatifs de la fête du Ramadan. En fait, les prix des bêtes ont explosé sur les marchés à quelques jours de le monde de la fête et il s'agit du repas traditionnel festif qui marque la fin du Ramadan. Il faut donc dire que le coût élevé du bétail commence à la campagne et à cela s'ajoutent les coûts d'entretien, ce qui fait donc que dans les marchés, les prix sont très élevés. En ce moment, les veaux coûtent entre 200 000 et 350 000 francs CFA. L'envolée des prix donc nécessite d'être dénoncée depuis plusieurs mois déjà par les Maliens car c'est une situation qui touche de nombreux pays sur le continent africain. Et que font les Maliens justement par rapport à cette situation? Alors, par rapport à cette situation, qui est un véritable casse-tête pour de nombreuses familles au Mali, Tu m'étonnes. les Maliens sont donc obligés de se mettre à plusieurs pour l'achat d'une bête qui Wow. sera partagée pour la fête. Voilà. Waouh. Puis ensuite, c'était sur la situation au Soudan que tu voulais nous parler? Tout à fait. Et au Soudan, explosions et tirs continuent de déchirer la ville de Khartoum au sixième jour des combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires menés par les deux généraux rivaux. Les appels à la trêve sont ignorés dans les deux camps, il faut le préciser. Dans cette ville de plus de 5 millions d'habitants, les familles se pressent sur les routes pour fuir les raids aériens et les combats de rue. Et selon l'Organisation des Nations Unies, entre 10 000 et 20 000 personnes auraient fui vers le Tchad. Wow. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette situation? Alors, à l'origine de cette situation, nous avons la lutte de pouvoir. L'attente depuis des semaines déjà entre les deux généraux. Cette lutte s'est transformée en bataille et il faut le dire que la confusion est totale pour 45 millions de Soudanais et les trêves annoncées par les deux camps ne sont jamais tenues. Voilà. Wow. Waouh. Et on termine avec du coup le Maroc. Oui, au Maroc, nous avons la hausse des prix des produits alimentaires qui pourrait remettre en question le modèle agricole. En Hmm. effet, les prix des légumes sur le marché grimpent. Le modèle agricole du pays, basé sur les exportations, est remis en question par cette inflation record qui provoque la colère de nombreuses populations. Et rappelons qu'en début février, le gouvernement a suspendu l'exportation de certains produits, notamment les tomates, afin d'approvisionner le marché local. C'est une décision donc qui a suscité des protestations d'associations professionnelles qui ont demandé au Premier ministre de revenir sur cette mesure. Est-ce que du coup ça affecte les exportations agricoles du Maroc? Oui, en effet, donc l'exportation agricole du Maroc est affectée car le Maroc est un pays agricole et pourtant les légumes sont déjà chers. Donc, si l'ampleur des manifestations contre la vie chère reste limitée, le mécontentement va également s'installer à long terme. Waouh. Bon, ben merci Olga. Merci à vous, merci, c'est un plaisir. Est-ce que c'est toujours la saison des pluies à Yaoundé? Oui, 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 Quand- oui, c'est quand- toute la saison des pluies ici. Comment ça, quand Ça est-ce- va durer environ encore pendant un mois, oui. Oh, wow. D'ici mi-mai, en fait, la saison sèche va commencer. Waouh. OK. Et il pleut toute la journée? Non, il y a parfois le soleil, mais c'est la pluie qui inonde en fait. Ah, Ah. OK. Ok. Alors, du coup, ben, on se revoit bientôt pour un autre bulletin. Merci encore pour tout. Puis on va te souhaiter du coup une bonne nuit parce qu'il doit être tard à Yaoundé. Yes. Exactement, bonne nuit, merci. Salut Olga, à Bye. bientôt. Bye. Salut.
Mais tu vois, la question de l'inflation, la question des productions alimentaires, oui, etc., je pense que l'Afrique va être... Ouais. Ça va être intéressant de suivre un peu la situation. Absolument. Ça va être intéressant de voir ça. On va terminer avec les bonnes nouvelles. Mais ça me fait penser bonne Eid à ceux qui Oui, célèbrent. Là, l'Eid Mubarak. Yes! Oh, le nombre de célébration. personnes... Putain, le nombre de personnes qui avaient perdu du poids et tout, là, tu le vois aujourd'hui... Ah non, ça mais allait c'est mieux. les personnes qui n'ont pas fumé depuis un moment, et là, ils se disent « All right, let's go! » Mais je me dis « OK, mais non, mais t'as fait comme une désintox pendant plusieurs semaines, c'est le moment d'arrêter. » Mais je veux pas dire ça, là, c'est genre, non, pas célébrer, mais tu sais. J'avoue. OK, C'est la bonne nouvelle. Et, Ouais. et ah oui, alors un truc intéressant, ce que disaient des amis, tu vois, ils disaient on est quand même content quand le ramadan est plus tôt dans l'année. Ouais. Parce que les journées durent moins longtemps. Yeah. Et quand le soleil se couche beaucoup plus tôt, tu sais, Ouais. quand il se couche en hiver à 17h, C'est plus facile quand même. c'est là. plus facile. Ouais. Hein. Quand il tombe en plein mois de juin, juillet, là, En plus qu'il fait chaud et tout, là. Oh. ya. Oh. Pas que c'est facile, anyway. Bah, en tout cas, célébrez Mais- bien. Voilà. Voilà, oui. Célébrez bien. Bon festin, bonne fête. Je peux te parler de cette première bonne nouvelle. Oui. On en parle. Alors ça, moi, quand je suis arrivé au Canada, c'était une joke. Là, il y a plein de gens, enfin, quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé en Nouvelle-Écosse, mais quand j'avais fait des reportages sur la campagne provinciale au Québec, je ne comprenais absolument pas. On parlait du troisième lien. My God, ça veut rien dire le troisième lien si tu ne Non. mets pas dans le contexte. Là. Non, mais même quand il y a eu les élections fédérales, c'était un des sujets de débat. What? Et de l'extérieur du Québec, t'es genre, mais il parle de quoi? Le troisième Je ne sais lien. pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, le troisième lien, c'est entre la ville, donc la capitale de la province de Québec, qui est Québec, Mhm. Québec-Ville, Mhm. et Lévis, qui est la ville qui est en face de Québec, Ouais. traversée par le Saint-Laurent. Il faut Yeah. traverser le Saint-Laurent pour aller de l'autre côté, là. La situation des infrastructures routières est un peu dégueulasse. Ouais, on peut dire ça. Et il y a eu Oui. un projet qui est né il y a Ouais, pas mal d'années, tu sais, ouais. qui était un projet un projet qu'on pourrait appeler un serpent de mer. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on n'arrête pas d'en parler tout le temps, mais Yeah. on le voit jamais. Tu sais, on Yeah. sait jamais quand il va sortir. Et le projet de troisième lien, finalement, est en train de se concrétiser. C'était une des promesses de la CAQ. Si vous vous souvenez, allez voir l'émission qu'on a faite avec Ludmilla Oui. sur les élections, notamment provinciales au Québec. Ça date il y a 2 mois. Il me semble un peu plus. Ah non, non, au début, c'était en Wow, octobre. En fait, Ouais. je vois pas le temps passer. Non, mais on a reparlé à Ludmilla, c'est pour Bien, ça. c'est pour ça. Je vois pas le temps passer. Mais globalement, ça, c'était une des promesses de campagne de la coalition Avenir Québec, qui était de relancer ce projet de troisième lien, etc. etc. Et on a appris récemment que le troisième lien, donc on en parlait avec Ludmilla, il sera dédié uniquement au transport en commun. Mhm. Et ça, c'est une super bonne nouvelle parce que, on le sait, autour de la ville de Québec, mais au Québec en général, puis en Amérique du Nord, il va falloir faire un tournant et l'âge de la voiture, Yeah. on en a parlé tout à l'heure avec l'écologie, mais l'âge de la voiture va devoir être à un moment derrière nous. Et puis même, les gens ont envie Oui. de prendre du transport en commun. C'est pas... Oui. Il y a des gens que non, mais il y en a beaucoup qui aimeraient en prendre, l'utiliser au moins de façon semi-régulière, mais Yeah. soit c'est juste pas disponible, ça l'est juste pas, Exactement. ou c'est pas fonctionnel. Bah, regarde, Très peu optimal, on va dire. Là. Montréal, ça marche bien, tu vois. Les transports en commun à Montréal, enfin, le fait qu'il y ait du métro, etc. Ouais. Tu sais, à Halifax... Tant que t'es dans le centre-ville, si t'es à l'extérieur, là où il y a les gens Ouais, qui non, sont mais pauvres, ben, too bad j'avoue, for non, you, mais là. moi, je dis ça en tant que touriste qui était en centre-ville. Non, mais donc, quand t'es au centre-ville, c'est great. Comme Ça marche le bien. métro, oh my God, oui, s'il vous plaît, là, Yeah. quand tu retournes sur un métro et tu dis, ah, c'est quand même vraiment pratique et fonctionnel. Carrément. Mais oui. Yeah. Donc oui, bonne nouvelle parce que ça donnera peut-être des idées à d'autres municipalités. Halifax, on n'en est pas là, tu sais, nous on est une petite ville, hein. Il n'y aurait pas de raison d'avoir un Déjà, on tunnel. veut des bus fonctionnels. Non, on veut déjà des bus. Puis en plus, il n'y a pas énormément de voitures non plus ici, tu vois. Enfin, il y en a. Comparé, non. Voilà, on n'est pas autant d'habitants, donc ça c'est... Bref. Tranquillement, pas vite. Donc là, bonne nouvelle, le troisième lien sera dédié au transport en commun, et ça c'est vraiment cool. Donc, je pense qu'ils ont fait ça pour des raisons financières, mais ça va servir la cause. C'est pas mal. Yeah. Puis la deuxième nouvelle, je pense que c'est de la nouvelle locale. Et c'est la musique en Nouvelle-Écosse, parce qu'il y a en fait à peu près un petit peu plus qu'un an, j'avais fait
une chronique sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de femmes en Dans musique. quel journal l'avais-tu fait? Dans le courrier dans la Nouvelle-Écosse. on en a même une copie en arrière de nous. Wow. Mais c'est ça, le courrier de la Nouvelle-Écosse, qui est le journal francophone de la Nouvelle-Écosse, même si Wikipédia ne le considère pas comme un vrai journal. Pardon? Parce que c'est des Français qui jugent ça. Et juste, s'il y a des Français qui managent Wikipédia, qui écoutent, je fais un à côté, mais c'est vu comme un truc régional. What the fuck? Mais en fait, c'est parce qu'ils comprennent pas. Mais le journal de Montréal ou le journal de Québec va être considéré une vraie source. C'est des gros bâtards, hein. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils comprennent pas la différence de culture et de ruralité, etc. Depuis J'assume. 1937? I know, c'est legit. En tout cas, Bon, side note, mais je le mentionne parce que c'est extrêmement ils font frustrant. un travail cool, le courrier de la Nouvelle-Écosse. Si vous êtes dans la région, même si vous êtes un francophone international, Oui, vous pouvez le regarder. allez lire le courrier de la Nouvelle-Écosse pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans notre coin. C'est cool. En fait, donc j'avais fait une chronique, je faisais des chroniques musicales l'année dernière, et puis il y en avait un où je me disais, OK, mais je vais faire une chronique sur une femme, une chronique sur un homme, et là j'arrive en mars et je suis genre, man, j'ai pas de contenu avec des femmes, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Et c'est parce qu'il y a pas vraiment de femmes qui produisent d'albums physiques, tu sais, comme il y a des singles, etc. Mais j'avais vraiment du mal à trouver ça. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en avait pas beaucoup de récents. En Nouvelle-Écosse, en français. Et ben en fait, dans les derniers mois, on a comme une explosion de musique féminine, francophone, en Nouvelle-Écosse. C'est super cool. Et je voulais signaler ça. Donc, entre autres, il y a Laura Ray, qui est dans la région d'Halifax, qui a sorti un album, son premier album en français. Il y a un article au courrier de la Nouvelle-Écosse là-dessus, qui est écrit par moi. What? C'est vrai? Yeah. c'est sorti aujourd'hui, hier, je sais plus. Enfin. Mais toi, t'es... Oh my God. Un plug. Mais je l'ai écrit parce que je care, OK? Là, c'est pas pour faire des millions, les amis. Il y a Sylvie Bouliane qui sort en ce moment son album. God! Elle est en tournée un petit peu atlantique, hein? Moncton. Halifax. Baie-Sainte-Marie. Baie-Sainte-Marie. Ouais, pour le lancement. Puis ça semble bien se passer, en tout cas, jusqu'à date. Il y a eu un show, mais ça a l'air de bien se passer. Et il y a Vicky Deveau, son album est sorti un tout petit peu avant, il y a une couple de mois, mais même chose, très cool. Elle a fait des shows, elle produit beaucoup, elle est très, très, très impliquée dans justement, faire que les femmes se sentent à l'aise de créer de la musique. Voilà. Donc, je voulais leur donner un shout-out, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. En tout cas, c'est les trois qui sortent, dont il y a une actualité musicale actuellement. Voilà. Avec des albums. En tout cas, qu'on le sache. S'il y en a d'autres, envoyez-les nous. Ouais, carrément. Mais ouais, voilà, je voulais signaler un renouveau de la musique en Nouvelle-Écosse. Puis ça me fait plaisir. À travers les femmes qui produisent des albums. Bon, c'était une bonne première partie. Il est 19h ici. On va se faire une petite pause de 5, 6, 7 minutes. Et on se retrouve juste après. On va aller retrouver notre invitée qui est en France, Anna Margherita, qui est photojournaliste, qui est pas mal impliquée dans ce qui se passe en France, justement, et qui a assisté à des choses qui n'étaient pas ouf semaine dernière. Des scènes franchement dérangeantes. Dérangeantes et dangereuses. Hein. Tu vois, ça rappelle un petit peu ce qu'on a pu vivre en Amérique du Nord avec George Floyd. Tu vois, et tu te dis, la police a l'air d'être un petit peu en roue libre et la presse n'a pas l'air de pouvoir faire son travail. Elle s'est fait braquer par un lance-grenade. À 20 cm du visage. Tu sais, quand t'es journaliste, t'es pas censé te retrouver dans ces situations-là. Et on voit que les flics... En plus, on parle pas d'une zone de guerre. Hein. Genre, tu sais, ça serait une chose. Pas que c'est bien, mais c'est une chose. Là, on parle de genre les rues en France. You know? Il fait du beau soleil, tout c'est beau. Bref, on se fait une pause et on se retrouve juste après avec Anna. À toutes.